plusieurs sujets. La série de violentes manifestations presque sur toute l'étendue du territoire, l'arrestation de l'actuel leader de l'opposition sénégalaise, les prochaines élections de la CAF, la Confédération africaine de football, le deal de Rabat, les enjeux pour le développement du football africain. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Abdoulaye Saïdou Sow face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. L'atmosphère reste tendue dans le pays. Les émeutes de ces derniers jours ont fait 4 morts officiellement. Et puis ces attaques sauvages et criminelles contre des biens publics et privés, dont des sièges de médias. Des violences suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, qui devrait répondre à nouveau au juge d'instruction demain, lundi. Plusieurs dossiers contre Sonko, la plainte pour viol présumé sur une employée d'un salon de beauté, le délit de trouble à l'ordre public. Le juge d'instruction le poursuit également pour appel à l'insurrection. Et vendredi soir, le ministre de l'Intérieur a évoqué des actes terroristes. L'un de ses collègues, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, l'un de ses collègues au gouvernement, Abdoulaye Sow, notre invité, bonjour. Bonjour Babacar. Ministre de l'Urbanisme, vous êtes membre de la task force de l'APR, le parti présidentiel, cette task force que vous définissez comme un cadre de réflexion, d'échange, d'animation politique et de proposition. Votre regard, Abdoulaye Sow, sur ces scènes de violence, ces derniers jours, des images qui ont fait le tour du monde? Je vous remercie encore une fois, Babacar, de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux Sénégalais dans cette prestigieuse émission du Grand Jury. Et je souhaite qu'à la fin de l'émission, que le président du jury puisse m'attribuer une bonne note au moins. Mais profitant de votre tribune, je voudrais, au nom du président de la République et de l'ensemble des membres du gouvernement, présenter nos condoléances, nos vives condoléances à toutes les familles éplorées. Nous avons perdu un certain nombre de compatriotes. Et vous savez, dans ce genre de situation, même perdre une vie est extrêmement douloureux. Et nous en avons perdu 4 selon le décompte officiel. C'est grave, je vis cette situation avec beaucoup d'amertume parce qu'au vu de tous les combats démocratiques que nous avons menés, ou de lutte pour arriver à ce niveau, des combats que nous menons tous les jours pour que notre pays reste cette référence dans le monde, un modèle de démocratie, mais aussi un modèle de développement endogène. Mais on le constate avec amertume, ce nombre de morts, ce nombre de blessés, dans un contexte que rien ne présageait ce qui est arrivé, parce que simplement notre pays est réputé un pays de démocratie. Je crois, ici ajoute ces pillages, ce banditisme quasi organisé comme vous l'avez tantôt dit, ces maisons de presse attaquées, et ceux qui le réclament, ceux qui attaquent, réclament officiellement une liberté d'expression. Or, ces libertés d'expression ont un véhicule. Ce sont ces maisons de presse. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour manifester notre solidarité à tous ces journalistes attaqués, à toutes ces sentinelles de la démocratie qui ont été attaquées. Et que je crois fondamentalement que tous les Sénégalais devraient se dire plus jamais ça. Vous avez dit, la situation elle est grave. Il y a forcément aussi une lecture sociale à faire. Ces scènes de pillage que vous évoquez, pillage de supermarchés, cette lecture sociale qu'il faut nécessairement faire. Oui, absolument. Mais je crois que le mal-être, le mal-vivre. Mais je crois que d'abord, il nous faut revenir à nos valeurs sociales et culturelles et politiques profondes. Le Sénégalais n'a jamais été connu sous les couleurs qui ont été présentées durant ces 2 jours. C'est absolument abominable. Et ceux qui en sont responsables le porteront pour toute leur vie dans leur conscience. Parce qu'il ne faudrait pas, c'est vrai, il faut après faire une lecture globale de tout ce qui s'est passé. Mais le prétexte, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on sache quel est le prétexte qui a conduit à toutes ces manifestations. Et derrière ces manifestations, pouvoir identifier tout ce qui se cache derrière. C'est évident qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et l'État a l'obligation de le rechercher et de le savoir et de le punir. Parce que si on ne le fait pas, notre pays sera menacé par toute autre force hostile. Et c'est pourquoi je dis tantôt, il faut qu'on revienne au prétexte. Le prétexte, c'est quoi? Le prétexte, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui dit avoir été violée, qui porte plainte, comme tous les Sénégalais en ont le droit, qui porte plainte contre un homme, un responsable de parti, qui a 47 ans, je crois, et qui dit qu'il n'est pas d'accord. Donc il y a 2 thèses qui s'affrontent. Une fille qui dit, oui, on m'a violé, et le garçon qui dit, non, c'est un complot. Mais comme on le dit en droit, actori incumbit probatio. Chacun doit apporter les preuves de ses allégations.
qu'on laisse l'opportunité à la fille d'apporter ses preuves, que celui qui dit aussi qu'il y a un complot apporte les preuves, mais ça, devant qui? C'est devant le juge. Et on ne veut pas aller devant le juge. Il y a quand même un paradoxe. Il faudrait qu'on revienne sur des bonnes bases. Qu'on se dise que dans une démocratie, on a le droit de s'opposer, on a le droit d'exprimer ses opinions, mais aussi, on ne doit pas brimer la citoyenneté. On ne doit pas brimer les droits de chacun. Je crois que d'ailleurs, c'est là où j'attendais, Babacar, la société civile. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, ce qu'il fallait revendiquer, c'est pas de oui, il faut l'apaisement, il faut la paix, c'est vrai. Mais ce qu'il fallait revendiquer, c'est un procès juste et équitable, une justice équitable. C'est aussi simple que ça. Que les droits de la défense soient garantis. Voilà la bataille qu'il fallait mener. Et qu'on interpelle le chef de l'État en tant que clé de voûte des institutions pour que toutes les institutions répondent de leurs actes. C'est ça qui est plus important. Une affaire, on a voulu, après, une affaire privée, une affaire politique. C'est vrai, Abdoulaye Sow, une affaire privée au départ. Mais complot politique pour certains. Il n'est peut-être pas faux que le régime en place, votre régime, profite de cette brèche-là aussi pour achever un adversaire politique. Hein. Babacar, moi je ne suis pas dans une posture politicienne, ni dans une posture partisane. Je vous ai dit tantôt qu'il y a deux thèses qui s'affrontent. La première, c'est une fille de 20 ans qui accuse un homme de 47 ans de l'avoir violée. Cet homme de 47 ans, lui, dit non, que je n'ai pas violé. D'abord, au départ, oui, je n'ai pas été là-bas, c'est un complot. Et après, oui, je me suis fait marcher, j'ai quelques pathologies, etc., etc. Et après, qu'il termine par un complot d'État, dans lequel il accuse la première institution de la République. Il y a deux thèses en présence. Ces deux thèses-là doivent s'affronter. Devant qui? Qui doit arbitrer? Dans une démocratie, qui doit arbitrer? C'est le pouvoir judiciaire. Mais pourquoi a-t-on peur d'aller devant le juge? On vous accuse d'avoir manipulé la plaignante. Vous savez, moi, je te dis, Babacar, dès le départ, que moi, je suis dans une posture de républicain, dans une posture plutôt intellectuelle. Dans vous la avez liste une des choses. casquette politique aussi. Oui, je suis d'accord. Vous l'assumez. Mais je l'assume totalement. Mais ce que je peux dire à mon niveau, moi, je ne vois pas de manipulation. On m'accuse d'avoir manipulé. On m'accuse notre régime d'avoir manipulé. Mais il ne faut pas inverser les charges de la preuve. Celui qui l'a dit n'a qu'à apporter les preuves. Celle qui a dit qu'elle a été violée n'a qu'à apporter les preuves. Et que le juge tranche en toute liberté, en toute indépendance. Je crois que le combat de la société civile, le combat de tous les citoyens devait dire oui, on veut une justice équitable dans cette affaire. On veut que les droits de la défense soient garantis. C'est aussi simple que cela. Mais il y a là, cette arrestation. Ça nous aurait grandi tous. L'arrestation d'Ousmane Sonko sur la route du palais de justice de Dakar, alors qu'il déférait à la convocation du juge dans cette affaire présumée de scandale sexuel dans laquelle il fait l'objet donc de cette plainte de cette jeune femme. C'est cette arrestation pour supposé ou réel trouble à l'ordre public qui a peut-être provoqué les émeutes de cette semaine, Abdoulaye Sow. Mais Babacar, encore une fois, le juge, selon les informations que je détiens, de par la presse d'ailleurs, il était convoqué à 9h. On ne peut pas quitter sa maison à 9h moins 5 et arriver au tribunal à 9h. Et essayer d'utiliser le chemin le plus compliqué. C'est vrai, chaque citoyen a le droit d'emprunter le chemin qu'il veut. Il faudrait-il que ce chemin-là soit autorisé? Il y a aussi des libertés, il y a aussi une organisation qui est faite. Le préfet de Dakar a bien le droit de prévenir, parce que le rôle c'est quoi, le préfet de Dakar? C'est de prévenir les troubles à l'ordre public, de maintenir l'ordre public ou de le rétablir s'il y a lieu. Le préfet, sachant que telle voie peut être source de troubles à l'ordre public, lui a convenablement dit qu'il fallait passer par une autre voie beaucoup plus indiquée et beaucoup plus rapide. À cela, il a opposé un refus, mais on ne peut pas aussi laisser un cortège s'installer sur la voie publique, empêcher aux autres d'exprimer leur liberté de pouvoir circuler. C'est absolument ça. Et le préfet est dans son bon droit. Mais, Babacar, aussi il faut qu'on analyse. Qui a été convoqué? C'est une personne qui a été convoquée. Ce n'est pas un cortège qui a été convoqué. Le juge a convoqué une personne. Donc ceux qui étaient en droit de l'accompagner, c'est simplement ses avocats. Toutes ces questions-là, on a voulu politiser, dramatiser une affaire qui aurait été très simple. Non, mais justement, ça aurait été aussi simple de convenir avec celui qui se rendait au tribunal d'un compromis pour qu'on n'en arrive pas à une arrestation. Parce que c'est une arrestation qui renforce la conviction de ceux qui avancent la thèse du complot politique contre le principal opposant à votre régime. Oui, mais moi je parle de faits. Je ne parle pas de suppositions. On parlera toujours de complot. En politique, on parlera toujours de complot. Mais je parle ici des faits. Est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu trouble à l'ordre public? L'État aussi, c'est l'intelligence,
c'est l'application de la loi dans son esprit et dans sa lettre aussi. Oui, mais c'est vrai, sur le principe. Mais encore que Babacar, le préfet s'est déplacé lui-même. Et tout le monde a reconnu même qu'ils ont eu des échanges. L'échange, c'est quoi? La meilleure voie, c'était ici pour prévenir le trouble à l'ordre public. Le préfet est dans son rôle et il l'a assumé totalement. Mais la volonté, elle était manifeste de ne pas aller au tribunal à l'heure indiquée. Cela est très clair. On ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un. Maintenant, la loi reste la loi. Les faits restent les faits. Il y a quand même eu manifestement un trouble à l'ordre public. Il y a eu manifestement une volonté de ne pas y aller. Et ensuite, les appels à l'insurrection, je crois que vous pouvez remettre les audios, mais c'est clair qu'il y avait un appel à une résistance. Résistance contre quoi? Résistance à une convocation d'un juge. Moi, je ne l'ai jamais vu dans le monde. On est en train de traverser certains principes en disant oui, la résistance à l'oppression est un droit. Ça, c'est des déclarations de 1789 sur les principes. Mais où est l'oppression dans cette affaire? Une convocation devant le juge. En quoi ça aurait été une oppression? Passer par la voie la plus simple, passer par une voie la plus simple pour aller au tribunal. Ce sont des thèses motivées par la présumée motivation de la présumée manipulation de la plaignante. Oui, mais encore une fois, moi, je veux bien avoir les preuves, mais c'est devant le juge. C'est pourquoi je me dis, moi, à sa place, je n'aurais même pas demandé la levée de l'immunité parlementaire. Une jeune fille de 20 ans vous accuse d'avoir l'avoir violée. Mais vous pouvez le prouver. Vous pouvez prouver très facilement que vous ne la connaissez pas bien ou bien qu'il n'y a rien eu. Mais ça, c'est devant le juge. Plusieurs charges contre Ousmane Sonko, en tout cas jusqu'ici, en attendant de voir son face-à-face avec le juge d'instruction, d'ailleurs le doyen des juges qui a repris le dossier après le désistement du juge d'instruction du 8e cabinet. Quand maintenant, le ministre de l'Intérieur, comme dit en introduction de cette émission, quand le ministre de l'Intérieur évoque des actes terroristes pour parler de ces émeutes, et qu'il souligne aussi la présence de forces occultes qui seraient derrière ces actes de violence, cela signifie quoi? Mais concrètement, Babacar, les attaques que nous voyons sur les biens privés, les biens publics ou les biens privés identifiés avec des hommes armés, il est évident que ce ne sont pas des gens qui réclament simplement plus de justice ou bien non à un complot politique contre un adversaire. Ça est clair que ça dépasse les petites limites de la politique. Si on lit simplement ces manifestations comme étant simplement une réaction de militants du PASTEF, on se trompe lourdement. Ici, quand même, les faits sont là. Dans l'histoire de ce pays, on n'a jamais vu une violence aussi inouïe avec des armes identifiées. Cela est très clair. Mais mieux encore, tout le processus, toutes les actions menées, orchestrées et dans beaucoup d'espaces identifiés, je pense que le ministre de l'Intérieur n'a fait que décrire, ou bien remettre sur la table un constat que tous les Sénégalais ont fait. Il est évident que cette affaire dépasse les limites d'une contestation politique. Il y a autre chose et c'est à la charge de l'État de découvrir ce qu'il y a et de protéger les personnes et les biens. C'est ça le rôle régalien de l'État et l'État va le faire. Et pour vous, ces actes terroristes, comme pour reprendre le terme utilisé par le ministre de l'Intérieur, ce sont des choses à mettre sur le compte d'Ousmane Sonko aussi? Vous savez, moi je ne suis pas un juge, Babacar. Ce qui sera mis je ne suis pas un juge, je ne suis pas un enquêteur. Ce qui sera mis sur son dos, c'est parce qu'il y aura des éléments d'enquête probants et c'est à lui de se défendre. L'État l'accuse et c'est en ce moment-là, c'est à l'État d'accuser, d'apporter les preuves de ces accusations et lui se défendra. Ce que je souhaite, c'est qu'il soit dans les dispositions de se défendre. Ce que je souhaite, c'est que tous ces droits soient garantis et je suis convaincu qu'étant dans un état de droit, que tous ces droits seront garantis et que lui aussi qu'il participe à la manifestation de la vérité. C'est là le plus important. C'est ça qui fera avancer notre démocratie. Et que tous ces militants, comme les Sénégalais simples, comme ceux qui ne sont pas avec lui, soient édifiés sur la vérité. Sur la vérité, au moins sur son affaire avec la dame dont vous m'avez tout de suite parlé, Adji Sarr, ou bien sur les autres faits qui lui sont reprochés. Et c'est là où notre démocratie va encore connaître un autre pas. Parce que nous avons 3 pouvoirs, et ces pouvoirs, chacun doit s'exprimer très librement. Et l'État, qui en est le garant de fonctionnement de ces institutions, puis jouer convenablement son rôle. C'est là, c'est là où j'attends les Sénégalais, c'est là où je situe la vraie bataille. Ces nombreuses violences, ces morts, ces blessés, qui est responsable? Ceux qui ont été à l'origine de ces manifestations, c'est clair. Ousmane Sonko? Ceux qui ont appelé à l'insurrection,
ceux qui ont appelé à résister simplement parce qu'ils sont convoqués devant le juge. Mais combien de fois des hommes politiques ont été convoqués devant le juge? Combien de fois Sarkozy n'a pas été convoqué devant le juge? Vous avez entendu un appel à une résistance quelconque? Sarkozy a été condamné. Vous avez entendu un Français bronché? On utilise les voies de droit pour se battre. Le gouverneur de New York est accusé d'attouchement sexuel sur une petite fille. Est-ce que vous avez entendu les citoyens américains être dans la rue? Il faut qu'on soit plus sérieux sur cette question. Je considère que tout un chacun est justiciable. Et nous battons depuis tous les jours, à tout moment, pour que ces questions de justice soient partagées, d'égalité devant la justice, ces principes que nous déclinons tous les jours, il faudrait qu'on en soit les porteurs. Et qu'on se dise que dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous faites cette comparaison, ce n'est peut-être pas très juste, parce que c'est courant en Afrique. Au Sénégal, l'exemple le plus proche qui nous concerne, on a vu des régimes de tout le temps. On a vu les régimes éliminer des adversaires politiques, des opposants par tous les moyens. Oui, mais Abdoulaye Wade a fait 26 ans, il n'a pas été éliminé. Macky Sall a eu son opposition. Il a été convoqué ici pour des questions de passeport ou de link avec l'étranger. Il est parti librement répondre à une convocation. Et lorsqu'il n'a eu aucune charge qui a pesé sur lui, il a été libéré. C'est ça aussi. Mais tous les jours, au tribunal, il y a des Sénégalais, des commerçants, des journalistes. Pourquoi pas que des politiciens se présentent là-bas? Quel est le problème? Moi, je ne vois pas où il y a de problème. À chaque fois qu'un homme politique a été mis devant la justice, on lui a aussi donné les moyens de se défendre. Et tant que la liberté des juges est consacrée, tant que les droits de la défense sont consacrés, moi je suis tranquille. Je considère qu'il n'y a pas de justice au monde qui ne soit pas contestable. Toute justice, même celle divine, est contestée par moment. Vous voyez, donc par conséquent, il faut simplement se mettre sur le terrain des principes. Et ces principes-là, nous devons être fiers de notre justice, nous devons être fiers de notre état de droit. Et de l'image que notre pays dégage aussi... oui, c'est vrai, Babacar. Cette image que nous avons offerte au monde est contraire à ce que nous sommes. Et cette image-là, au-delà des responsables de l'État, c'est tous les Sénégalais qui doivent la préserver. C'est pourquoi d'ailleurs j'en appelle à un retour à la sérénité. Que chacun se regarde devant un miroir, que chacun se pose une question par rapport à sa contribution pour le rayonnement de notre pays, ici et dans le monde. Et en ce moment-là, chacun pèsera ses responsabilités et chacun devrait les assumer. Les assumer non pas devant les hommes, parce que là, c'est la politique, il y a toujours des calculs et des manœuvres, mais devant sa propre conscience. Et en appeler au calme, à la sérénité, et qu'on se parle. Nous sommes tous des Sénégalais, issus des mêmes familles. En tout cas, pour ceux que nous maîtrisons, pour ceux que nous connaissons. Nous sommes tous des Sénégalais, issus des mêmes familles. Nous devrons pouvoir nous parler. Nous devons pouvoir échanger, mais en mettant en avant les principes. Se parler ne veut pas dire des compromis sur des questions de justice. Se parler ne veut pas dire des compromis sur le dos des Sénégalais. Il faut que les Sénégalais réclament une bonne justice. Je suis parfaitement d'accord. Il faut que les Sénégalais... Vous n'êtes pas très bien placé pour parler de ça. Le protocole de Doha pour parler de la libération de Karim Wade dans des conditions très sombres qu'on n'a pas encore éclaircies. Babacar, moi, je n'ai jamais vu un protocole. Je n'ai jamais vu un protocole de Doha. Pourquoi la sortie de ce prisonnier de Karim Wade a été organisée dans ces conditions-là? Mais moi, ce que je sais, c'est que la procédure a été épuisée et le chef de l'État a utilisé son droit de pouvoir accorder à un citoyen en prison son droit de pouvoir lui accorder une grâce. Il a accordé à Karim Wade sa grâce. Dès qu'il lui accorde sa grâce, Karim Wade retrouve toute sa liberté. Si Karim Wade décide d'aller à Doha et d'y rester, je n'en sais absolument rien. Et Babacar, moi, je veux dire aux Sénégalais ce que je sais. En tout cas, on parlait de l'image que le pays montre, ces images qui ont fait le tour du globe. Même Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, se dit très préoccupé et appelle à la désescalade, appelle à toutes les parties. Oui, mais vous savez, il n'y a pas que lui. Moi, je considère que ceux qui sont les plus préoccupés, ce sont les Sénégalais eux-mêmes. Ils n'ont jamais vu ça dans l'histoire. Donc, on n'a pas besoin d'être interpellés. Nous savons tous que cette situation, nous devons la dépasser très rapidement. Que l'État garantisse à chacun sa vie, son bien-être, que l'État protège les biens. Et l'État est dans cela. Cette option de
de maintenir l'ordre public est résolu. Et fondamentalement, nous ne pouvons pas du tout jouer avec ces questions. Ces questions-là, il y va de la stabilité, de l'existence de notre État. Et sur cette question-là, je crois que le peuple sénégalais va manifester sa solidarité pour qu'ensemble nous puissions très rapidement effacer cette page sombre de notre histoire. Il y a d'autres organisations qui ont réagi. Organisations régionales, par exemple, la commission de la CEDEAO, qui appelle le gouvernement sénégalais, écoutez bien, à garantir les libertés de manifester pacifiquement. Mais d'accord, mais vous savez... Ça, c'est un gros message. Mais non, quand même, il faut... Babacar, la liberté de manifester n'a jamais été confisquée au Sénégal. Mais Babacar, c'est nous qui nous sommes fait des lois et ces lois, il faut les appliquer. C'est nous qui avons voté un état d'urgence sanitaire dans un contexte dont nous ne sommes pas les maîtres. Ce n'est pas nous qui avons apporté la Covid-19 au Sénégal. Forcément, et ensemble, nous avons pris des mesures. Et ces mesures ont conduit à une restriction des manifestations, à une interdiction d'un certain nombre de choses. Mais tout le monde est astreint. Moi-même, je suis dans le football. Je ne peux pas aller au stade parce qu'il y a un huis clos. Donc forcément, ces questions-là, on ne peut pas donner de leçons au Sénégal sur ces questions de liberté publique. Parce que là, nous sommes un État référence sur la question. Vous pensez que la commission de la CEDEAO a exagéré la situation? Bon, moi, je n'ai aucun commentaire à faire. Ce que je peux dire, c'est l'État, excusez-moi de la répétition, l'État de droit au Sénégal. Et nous pouvons être, sur ces questions-là, il n'y a aucune liberté qui soit confisquée. Il ne faut pas qu'on essaie d'amener le jeu sur un autre terrain. La bataille, ce n'est pas une bataille de lutte pour la démocratie ou de lutte pour les libertés publiques. Sur ces questions-là, le Sénégal peut être fier. Là, la bataille, c'est quoi? C'est une question privée entre deux personnes qu'on a voulu suffisamment politiser. Et sur ça, il y a eu beaucoup de complicité. J'estime que quand même, regardez par exemple ce qui s'est passé lorsque l'affaire a éclaté. Un certain nombre de membres de la société civile ont nommément accusé le pouvoir. Et cela ne me paraît pas être une bonne posture. Lorsque maintenant il y a pillage, lorsqu'il y a mort d'homme, mais la société civile et aussi ceux qui se cachent derrière la société civile devraient être les premiers à assumer, à porter le combat. Mais malheureusement, c'est là où tout le monde prêche. Et je crois que fondamentalement, nous devons revenir à ce paradigme où chacun devrait respecter le rôle qui est le sien. Et nous avons tous en partage ce pays et nous n'avons pas le droit de céder à nos héritiers un pays en lambeaux. Et là, ce n'est pas simplement que de la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de tout un chacun. Chacun doit se dire que j'ai un rôle à jouer et je dois le jouer. Le débat sur les libertés au Sénégal, on ne peut pas l'occulter à l'image de ces nombreuses arrestations, ces nombreux emprisonnements dans l'affaire Ousmane Sonko. Rien que ça. Oui, mais Babacar, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il faut parler des arrestations et oublier les fautes qui ont été commises? Qu'un citoyen soit arrêté, cela n'est pas une surprise, n'est pas une exception dans un pays, même démocratique. Ce qu'il faut maintenant, c'est ceux qui sont arrêtés, qu'ils soient mis dans une posture de pouvoir se défendre. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas en quoi une arrestation peut être gênante dans une démocratie. Les activistes et les opposants? Oui, mais entendu, l'opposant ou l'activiste n'est pas exempté de ses devoirs vis-à-vis de la nation. Et ces devoirs sont exprimés à travers des lois et règlements. Il faudrait les respecter, c'est tout. Je pense que la démocratie est un jeu dans lequel il y a un code. Et ce code-là, tout le monde est astreint à le respecter. Et si vous ne le respectez pas, il y a quand même des pouvoirs qui sont là pour faire exercer aussi leur attribution. Cela est aussi simple. Il faudrait qu'on en arrive à une démocratie apaisée où chacun respecte l'adversaire. Chacun respecte l'adversaire. L'adversaire ne peut pas dire, mais on ne peut pas, Babacar, on est tous les jours, vous suivez tous les jours ce qui se passe dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut insulter le président de la République comme il veut, quelqu'un peut insulter n'importe quel Sénégalais comme il veut, on écrit n'importe quoi, et ça, on continue à dire, oui, c'est une bonne chose. Non, liberté démocratique, oui, liberté démocratique, mais ordre aussi. Il faudrait qu'on mette de l'ordre dans cela. Et je crois que ces 2 jours de manifestation que nous avons vécu, ce que nous avons vécu ces 3 jours, chacun d'entre nous doit en tirer la leçon que notre démocratie est encore à consolider. Comment la consolider? C'est à travers les comportements. Vous pensez qu'il faut corser le maintien de l'ordre, aller au-delà de ce que les forces de sécurité et de défense font actuellement? Non, moi je dis que le maintien de l'ordre n'a pas de prix. Il faut y mettre le prix qu'il faut.
C'est parce que le maintien de l'ordre, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. L'État à se radicaliser? Non, je ne le dis pas. Moi, je ne suis pas dans une affaire de radicalisation. Je demande simplement à l'État de jouer son rôle. Son rôle de sécuriser les personnes et les biens. Il faut plus que ce qui est en train d'être fait. Mais ce qui est en train d'être fait est déjà bien. Quand même, progressivement, l'ordre est en train d'être établi. Et c'est important. Mais l'ordre ne sera totalement établi que si chaque citoyen lui-même assume sa responsabilité dans l'État dans lequel il est, dans le pays dans lequel il est. Et c'est important. Maintenant, les mesures que l'État doit prendre, c'est à l'État de les apprécier. Et là, chacun a son rôle. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, décréter l'état d'urgence si ça persiste? Babacar, je vous aurais manqué de respect si je réponds à cette question. Parce que ce n'est pas ici que je donnerai mon avis sur un état d'urgence ou quoi que ce soit. Vous en êtes sûr, Babacar? Abdoulaye Sow, le ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement, membre de la direction de l'APR, le parti présidentiel, membre aussi de la task force républicaine, cette task force qui regroupe des dignitaires de ce parti dirigé par Macky Sall. Le silence, justement, du président de la République sur ces émeutes, c'est un problème aussi. On n'entend pas 5 morts. 4 officiellement, plus pour d'autres sources. Oui. Le président reste silencieux. Oui, mais Babacar, le président parlera au moment qu'il aura lui-même choisi. Mais c'est le plus important. Il doit parler aux Sénégalais. C'est pas que je dois choisir le moment. Le président parle tous les jours aux Sénégalais, par des actes ou par d'autres canaux. Il parle tous les jours aux Sénégalais. Mais un message solennel à la nation, le moment, il le choisira en fonction des actes qu'il aura déjà posés. Un État est indivisible. Quand le ministre de l'Intérieur parle, ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur qui parle. C'est aussi une autorisation du chef de l'État. C'est un État et l'État est un. Et l'État est présent. Avant de parler, il faut d'abord remettre de l'ordre. Et je crois que le président de la République, il ne m'a pas demandé mon avis, mais il a bien fait. Au moins que ces tâches régaliennes, qu'il les assume convenablement. Et après, il en tirera les leçons et parlera aux Sénégalais. Ça peut être considéré comme un manque d'égard à l'endroit des citoyens. On a eu des centaines de morts dans la dernière vague d'émigration clandestine que le pays a connue. Il est resté silencieux longtemps. Il ne faut peut-être pas espérer que pour 4 morts qu'ils prennent la parole. C'est ça. Mais non. Babacar, c'est une vision nihiliste de la chose. Quand même, le chef de l'État est en droit d'avoir tous les éléments d'appréciation pour pouvoir parler aux Sénégalais comme ça. Il n'est pas dans la politique politicienne. Il vit douloureusement ces décès, ces jeunes Sénégalais laissés à la rue et qui sont blessés. Il le vit douloureusement, je peux vous en témoigner. Mais le plus important, lorsqu'il s'adressera aux Sénégalais, c'est d'avoir tous les éléments, et c'est d'avoir d'abord établi l'ordre, et avoir tous les éléments, et dire aux Sénégalais ce qui va aller directement dans leur cœur et dans leur esprit. C'est ça le plus important. Macky Sall qui avec ce silence, c'est aussi une lecture possible. On a l'impression qu'il ne prend pas la pleine mesure de ce qui se passe. Vous-même, dans vos propos, vous semblez minimiser ce qui se passe ces derniers jours, ces violences-là. On a vu ces scènes-là ailleurs, ça a conduit à des chutes de régime. Comment pouvez-vous dire que j'ai minimisé des morts d'hommes? Parmi ces morts, ce sont des Sénégalais comme nous. Je parle principalement du président de la République. Quand il prend la parole, ça pourrait signifier qu'il ne prend pas la pleine mesure de ce qui se passe. Non, Babacar, minimiser 4 morts d'hommes, c'est véritablement me traiter d'inhumain. Et je ne vois pas en moi quelque chose d'inhumain. Je suis un produit pur de cette société sénégalaise. L'étape de la parole, vous savez, le silence aussi est une forme de parole. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quelle est la philosophie de l'action du président Macky Sall. Ce n'est pas simplement à gauche et à droite s'exprimer sur tout. Il y a des problèmes graves. Ces problèmes graves, il fait face quotidiennement. Le moment venu, il parlera aux Sénégalais et les Sénégalais l'entendront. Je vous rappelais tout à l'heure que ce qu'on est en train de voir, on l'a vu ailleurs. Nos voisins maliens ne nous démentiront pas. On a vu ces manifestations grandioses, violentes, massives, faire tomber des régimes. Oui, mais vous savez, le débat n'est pas encore à ce niveau d'un régime qui tombe ou d'un régime qui s'enchaîne ou d'un régime qui est là. Non, c'est d'abord mobiliser les Sénégalais à faire face.
Et le président est là-dedans. Et est carrément engagé dans le combat pour que personne, de l'intérieur comme de l'extérieur, ne puisse s'attaquer à la stabilité du Sénégal. Et c'est ça le vrai combat. Et quand vous êtes dans ce combat pour la préservation de notre stabilité, vous n'avez pas le temps à des détails. Forcément, le chef de l'État parlera aux Sénégalais, mais il le fera au moment où il le jugera le plus important. Allez-vous céder à ces nombreux appels à l'apaisement? Mais nous sommes toujours dans l'apaisement. L'apaisement, c'est défoncer des portes déjà ouvertes. Nous sommes dans une logique d'apaisement. Il faut que les Sénégalais retournent au travail calmement. Il faut que tous les Sénégalais se réconcilient autour de l'essentiel. Mais comme je l'ai dit tantôt, mais apaisement, oui. Réconciliation, oui. Calme, oui. Mais il ne faudrait pas aussi que la justice soit un objet de discussion ou bien de marchandage ou bien de politique politicienne. Non, il faut que la justice se fasse. Mais là que la justice se fasse, que nous ayons simplement tous les citoyens que nous sommes, que nous ayons la garantie d'une bonne distribution de la justice. C'est cela le plus important et nous devons nous accorder sur la garantie d'une bonne distribution de la justice. Et lorsque la justice est bien distribuée, les Sénégalais en seront sécurisés. Vous n'êtes pas d'accord alors avec ceux qui disent qu'il faut libérer Ousmane Sonko pour que les choses se calment, pour amener le calme? Je suis dans mon rôle. Ceux qui doivent libérer, c'est le pouvoir judiciaire. Et nous sommes dans un régime qui consacre la séparation des pouvoirs. Donc ceux qui disent libérer tel ou X ou Y doivent s'adresser au pouvoir judiciaire. Et je ne crois pas que le pouvoir judiciaire puisse trancher sur la base des appels, mais tranchera sur la base du droit sur lequel il s'appuie. Abdoulaye Sow, ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du logement. On parle de santé, le Covid-19, les vaccins. On vous reproche, vous tenant du pouvoir, d'avoir fait vacciner vos proches, vos amis. On a vu cette vidéo de la première dame circuler où elle invite du monde chez elle pour obtenir des vaccins. Je suis dans un groupe de presse dirigé par Youssou Ndour. Il avait chanté Borombami, je crois. Womat. Womat, voilà. Moi, je ne suis pas un mélomane, mais je suis un fan de Youssou Ndour. Et quand vous êtes sur l'âne, on va vous le reprocher. Quand vous conduisez librement l'âne, on va aussi vous le reprocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-le. D'abord, il y avait une méfiance. Les gens disaient, oui, nous sommes d'accord pour un vaccin, mais il faut d'abord que les autorités se vaccinent. On n'a pas dit les amis des autorités. Attends, les inviter dans un cadre privé pour les vacciner. Attendez, Babacar. Ce qu'on avait dit, je le rappelle. On avait dit, oui, il faut d'abord que les autorités se vaccinent. Le premier jour, il n'y a eu que 83 personnes qui se sont vaccinées. 83. Et un de vos confrères d'ailleurs, moi je l'ai lu comme ça par hasard. Quand le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'est vacciné, le titre d'un journal c'est Abdoulaye Diouf Sarr assume, Macky Sall se débine. Et on constatait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas de rush faire les vaccinations. Le président de la République dit donc il faut qu'on donne nous-mêmes l'exemple pour que les Sénégalais croient au vaccin et se vaccinent publiquement en enlevant sa veste publiquement devant les Sénégalais. Les autorités le font pour encourager et après on nous le reproche. Finalement, qu'est-ce que nous voulons? Babacar, qu'est-ce que nous voulons? Vous ne répondez pas à la question. On a vu des autorités inviter des amis. Je parle de cette vidéo de la première dame. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et que la première dame se vaccine aussi, c'est un exemple pour les femmes. Très bien. Oui, on est d'accord. Mais bon, j'ai assez posé la question, vous n'avez pas répondu. Si, c'est ma réponse qui ne vous arrange pas. Mais moi, je vous ai dit ce que j'en sais. Pour ce qui reste, d'ici la fin de l'année, près de 8 millions de vaccins disponibles au Sénégal. C'est d'abord saluer l'effort qui a été fait. Nous sommes un des pays africains qui a accepté sur son budget propre d'abord de se doter 200 000 vaccins. Et après, par des initiatives concertées avec les institutions internationales, nous arriverons à 8 millions et nous aurons presque même dépassé les 20% requis des populations ciblées. Et ça est un bon effort. Maintenant, comme le dit le chef de l'État, il faut simplement que cette vaccination soit encadrée, que les cibles prioritaires soient les principaux bénéficiaires. Et ça, c'est le plus important. Je crois que l'effort du Sénégal qui a été fait dans ce sens doit être salué par tous les hommes de bonne foi. On parle urbanisme, logement, le secteur dont vous êtes le ministre. Votre collègue, collaboratrice, Victorine Dey, était l'invitée de cette émission il y a quelques semaines, avait annoncé pour la fin mars
la disponibilité des premiers logements sociaux de Daga-Kholpa. Est-ce qu'on est toujours dans ce délai-là? Oui, je dois confirmer ce que Mme Victorine Ndeye a dit. Nous sommes toujours dans la même mission et ce qu'elle dit nous engage au premier chef. Mais le plus important, c'est que lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, Victorine et moi, le président de la République nous a confié ce projet. Et ce projet, il est important, c'est un marqueur de sa mandature. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? D'abord, partez de ce que vous avez trouvé. Avant que nous arrivions, il y a déjà la loi sur l'habitat social qui a été votée. Il a mis en place un fonds pour l'habitat. Il a mis en place la SAFRU, la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine. Le FHS, il a doté presque de 20 milliards de budget. La SAFRU, plus de 55 milliards qui ont été trouvés et mobilisés. Et FHS, le fonds à l'habitat social. Vous dites FHS, fonds pour l'habitat social. Oui. Alors, tous ces instruments mobilisés doivent être valorisés. Le projet 100 000 logements, il l'a annoncé en avril 2019. Maintenant, ce qu'il fallait, c'est de structurer le projet. Nous l'avons séquencé pour 3 étapes. La première étape dont je vais vous parler, et que Mme Victorine Ndeye vous a largement évoqué, c'est la phase d'urgence. Janvier 2021, décembre 2021. Notre ambition était au moins d'avoir 10 096 logements au cours de cette année. Babacar, je vais vous rappeler une chose. Vous savez qu'au Sénégal, la production annuelle, et au Sénégal, on parlait d'unité d'habitation. Unité d'habitation veut dire parcelles et logements réunis. On était à 5 000. La mission première de nos techniciens, c'était d'arriver à 10 096 logements. Lorsque nous avons tenu la réunion présidentielle, le chef de l'État a dit non, ce n'est pas mon ambition. Il faut au moins arriver à 20 000 autres logements. Mais nous avons dit, Monsieur le Président, il faut des mesures d'accompagnement, surtout sur le financement. Et le chef de l'État a rassemblé autour de lui toutes les institutions financières, les banques, les promoteurs, pour qu'ensemble qu'on trouve un financement innovant qui va accompagner le processus. Et a confié à une commission interministérielle à qui il a donné un délai de 15 jours, cette commission interministérielle présidée par le ministre des Finances et moi, pour que nous puissions trouver tous les mécanismes pour assurer un financement cohérent en relation avec les banques pour que le projet puisse donner, comme nous l'avons dit, les premiers logements au plus tard, le 31 mars, début avril au plus tard, pour que nous puissions commencer et que d'ici décembre 2021, que nous ayons nos 20 000 logements. Mais ni associant d'autres secteurs, comme par exemple les fonctionnaires, le chef de l'État nous demande de réfléchir sur l'intégration du DMC dans le processus. Et tout cela combiné fait qu'aujourd'hui, le projet est sorti des terres. Le projet qui était conçu simplement, qui était au départ vu comme un éléphant blanc, aujourd'hui, le président lui donne un corps et nous donne les moyens de pouvoir être à la satisfaction des Sénégalais. Votre secteur, il a besoin d'un assainissement. Le mot tombe juste d'ailleurs. On parle de logement, d'habitat, d'urbanisme. Ces litiges qui ne finissent pas. C'est vrai. Ces habitations, ces terrains qu'on vend à plusieurs personnes en même temps. On ne sait pas pourquoi, comment ça se passe comme ça. Pourquoi? Tout à fait. Ça, quand même, le président l'a dit devant les maires, le foncier est la plus grave menace qui pèse sur le Sénégal. Et c'est vrai. Maintenant, il va falloir que tous les acteurs, que nous puissions travailler ensemble, la main dans la main pour mettre de l'ordre. Il s'agit d'abord de mettre de l'ordre sur les autorisations de lotissement, sur les autorisations de construire et sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous avez vu que le président de la République l'a dénoncé, les constructions qui tombent comme ça, le chef de l'État demande à renforcer le contrôle. Elle nous a donné l'instruction de réformer le code de l'urbanisme. Et dans le code de l'urbanisme, mettre des mesures plus coercitives dans le contrôle et dans le suivi. C'est important et je pense que dans 2 semaines, nous lancerons cette commission pour revoir la chose. Mais mieux encore, le président a demandé à ce qu'on digitalise certaines procédures. C'est pour en assurer non seulement l'efficacité, mais aussi la transparence. Là aussi, nous sommes en relation avec mon collègue du ministère de l'économie numérique à travers l'ADIE. Nous sommes dans un processus de réflexion et bientôt, le produit sera présenté au chef de l'État d'abord pour la validation et au peuple sénégalais. C'est tellement vieux, c'est pas nouveau. Donc, un de vos prédécesseurs à la tête de ce ministère-là
Ahmad Dansokho, il y a 30 ans, avait tenté des choses qui n'ont pas abouti. Ses différents successeurs... Je salue sa mémoire. Il y a eu aussi d'autres grands ministres de l'urbanisme, dont mon prédécesseur d'ailleurs. Et je crois fondamentalement que chacun a eu à assumer son rôle dans l'histoire, et à nous, à Victorine Ndeye et à moi, d'assurer aussi notre rôle. Et je crois que nous allons l'assumer pleinement en remettant de l'ordre, mais aussi en nous mettant à la disposition des Sénégalais pour que la volonté politique affirmée par le chef de l'État soit une réalité. Nous abordons le sport. Le foot, c'est votre autre business. Passion. Pas business. Moi, je suis pas business dans le sens positif. Non, moi, je suis pas business. Vous êtes un produit du foot local, notamment amateur, dont vous dirigez d'ailleurs la branche au sein de la Fédération de foot, fédération dans laquelle vous êtes le deuxième vice-président. Le président Augustin Senghor, qui renonce à se présenter à la prochaine élection du président de la Confédération africaine de football dans un peu moins d'une semaine à Rabat au Maroc. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi ce deal, ce qu'on appelle le protocole de Rabat, avec comme parrain le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui demande à ce que Patrice Motsepe, le candidat sud-africain, soit président, Augustin Senghor du Sénégal, premier vice-président, Ahmed Yahya, deuxième vice-président, Jacques Anouma, le quatrième candidat, conseiller spécial du nouveau président de la CAF. Comment ce protocole a été établi? Pourquoi le Sénégal, la fédération, a accepté le deal proposé par Infantino? Je crois que il vaut mieux, comme je l'ai dit par ailleurs, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que dans cette affaire, le Sénégal s'est engagé résolument et a eu le soutien. Vous ne l'appliquez pas dans l'affaire Ousmane Sonko. Babacar, ne me faites pas revenir sur une question que nous avions déjà bouclée et vous m'avez évoqué des questions de temps. Vous m'avez évoqué des questions de temps. Donc, le Sénégal a présenté la candidature de Senghor avec le soutien de toutes les autorités du pays. Nous avons fait une bonne campagne, il faudrait le reconnaître. S'il y a eu des négociations, c'est parce que Senghor a fait une bonne campagne, a fait une bonne offre programmatique. Sur le plan du programme et sur le plan de la campagne, il n'y a rien à faire. Nous avons le maximum possible travaillé sur nos relations avec la FIFA. Et vous savez, il ne sert à rien d'aller diriger une CAF en difficulté avec la FIFA. Les principaux moyens aujourd'hui, à l'heure actuelle, de la CAF proviennent de la FIFA. Nos fédérations, les fédérations africaines, la plupart sont entretenues par les subventions accordées par la FIFA. Nous nous sommes dit depuis le départ qu'il n'y a aucune raison d'aller nous battre contre la FIFA. Mais autant, il y a eu beaucoup de raisons. Ça quand même, hein, c'est pas une raison pour oui, mais d'accord, mais il faut être réaliste en politique. Oui, on n'est pas inféodé. Au contraire, le Sénégal a été un des pays qui a toujours dit non quand il faut dire non. Mais nous avons analysé objectivement aussi les choses. Il n'y a aucune contrainte. Le Sénégal a fait une bonne analyse. L'analyse, c'est quoi? D'abord, au départ, la candidature, nous avions voulu qu'elle soit de rassemblement. Qu'elle ne divise pas l'Afrique, mais qu'elle tende à unir les forces africaines. Nous constatons que la FIFA avait déjà son dévolu. Ça, c'est un constat. Nous constatons que l'une des principales puissances du football, le Maroc, n'était pas forcément avec nous. Était dans une disposition de pouvoir rassembler, de dialoguer. L'Égypte, une autre puissance, n'était pas forcément avec nous. Il n'y a pas lieu d'aller à Canossa, aller dans un combat dont nous étions certains que, oui, on pouvait avoir une posture honorable, mais avec les forces en présence, nous ne pouvions pas gagner. Et il faut être réaliste. Lorsque la FIFA a invité à une discussion, à un dialogue, nous avons dit oui au dialogue. Et le dialogue, on s'est concentré au-delà des postes, parce que vous avez parlé des postes. Mais chacun, on a pesé et sous-pesé pour savoir les forces des uns et des autres, après l'appui ou le soutien de la FIFA. Mais il fallait aussi avoir une offre programmatique, qu'on arrive à fusionner les programmes et avoir un programme unique pour l'ensemble des candidats, et c'est ça qui a été matérialisé. Je crois qu'en fait, des hommes comme moi ne sont pas forcément très contents, forcément, parce que j'aurais voulu, moi personnellement, que nous allions jusqu'au bout. Mais je me suis aussi dit que dans la politique, parce que cette question est politique, dans la politique aussi, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et ne pas... Augustin Senghor ne pouvait pas gagner cette élection. Il pouvait gagner. Il pouvait gagner si toutes les conditions étaient garanties pour gagner. Et je n'étais pas sûr personnellement que les conditions seraient garanties. Parce que j'ai connu aussi d'autres élections où des présidents de fédération nous ont dit oui, nous allons voter pour vous. Ou 23 pays nous ont dit nous allons voter pour vous. Toute la nuit, nous avons fait de la campagne. Et le jour, nous nous sommes retrouvés avec 9 voix. Parce qu'il y a d'autres moyens de pression que les gens ont. Malheureusement, je dois être cru. Vous savez, Babacar, vous me connaissez. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Les gens ont d'autres moyens de pression que nous n'avons pas. Et forcément, il fallait être réaliste pour que le pays ne subisse pas
les contre-coups des choix de ces dirigeants. Alors qu'est-ce qu'on va gagner dans ce compromis de Rabat Augustin Senghor, premier vice-président. Premier vice-président, dans l'histoire de notre pays, nous n'avons jamais eu un Sénégalais à ce niveau. Ça, c'est la première posture. La deuxième, c'est des relations apaisées avec les instances qui gouvernent le football. Combien de fois des arbitres nous ont sanctionnés ici par nos postures au niveau de la CAF? Il ne faudrait pas que ça perdure. Il faudrait que nous soyons réalistes, que nous puissions taire nos petites ambitions personnelles au profit de l'intérêt du pays. Ça veut dire que l'arbitrage aussi, c'est politique. Mais vous savez, il y a des connexions. Les hommes ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des gens dans le football qui ont des postures justes, qui se battent pour la justice. D'autres utilisent leur posture pour pouvoir s'imposer. Et ça, malheureusement, c'est ça la réalité du football mondial. Et il faut faire attention, ne pas se faire marcher. Je me demandais qu'est-ce qu'on va gagner en termes pour le développement du football sénégalais. Mais forcément, forcément, là, c'est le travail de la future fédération. En août 2021, nous mettrons en place une nouvelle fédération. C'est cette fédération qui doit travailler sur les programmes et bénéficier de la posture du président Senghor, qui est aujourd'hui premier vice-président et qui a aujourd'hui des relations apaisées avec la FIFA, pour que nos programmes soient rapidement validés. Et parce que la validation des programmes aussi avait quelques soucis. Augustin Senghor, il ne pourra plus se présenter à l'élection du président de la Fédération de foot du Sénégal. Juridiquement, il peut se présenter. Mais le fait de se présenter dépend simplement de son bon vouloir. Est-ce que si Augustin Senghor ne se présente pas pour la prochaine élection du président de la Fédération sénégalaise de football, vous, Abdoulaye Sow, vous voudriez être le président de cette fédération? Mais je ne suis pas dans le monde du conditionnel. Je ne suis pas dans le monde du conditionnel et je n'agis pas à titre individuel. Moi, j'agis dans une équipe et je veux respecter cette équipe. Je veux respecter ceux qui m'ont mandaté jusque-là pour ne pas me prononcer activement sur ces questions. On parle des équipes nationales, des clubs. Teungueth FC qui jouait ce week-end son match de Ligue des Champions contre le Mouloudia d'Alger. Match que Teungueth a perdu 1-0. L'entraîneur de ce club-là, Youssouf Dabo, qui prolonge son contrat de 2 ans avec le club de Rufisque, alors que la fédération avait demandé aux entraîneurs de clubs qui sont en même temps sélectionneurs d'équipe nationale de choisir pour l'une ou l'autre des équipes. Apparemment, Youssouf Dabo, il a choisi Teungueth au détriment de la sélection nationale U20. C'est son droit le plus absolu. Nous sommes arrivés à une période où il fallait dissocier les fonctions d'entraîneur national et de club. Et un délai leur a été donné. Youssouf a choisi. Il faut le remercier pour son courage. Il faut choisir. Il a choisi. Et lui souhaiter bonne chance avec Teungueth qui déjà fait un bon parcours. Et ça aussi, il faut le noter. Avec 2 défaites, un match nul quand même. Il y a longtemps qu'on n'est pas arrivé à des phases de groupe. C'est ça le plus important. Il y a plus de 20 ans que nous ne sommes pas arrivés à ces phases de groupe. Teungueth qui est né il n'y a même pas 10 ans, arrive à ce niveau. Il faudrait un chapeau à Youssouf, mais aussi à son président Babacar Ndiaye et à toute l'équipe qui travaille autour du club. La même chose pour le Jaraaf, qui est un fleuron de notre football, qui retrouve ce haut niveau. Il faudrait se dire qu'il y a quand même du bon travail et féliciter l'ensemble des équipes dirigeantes. Maintenant, il nous faut arriver, si nous voulons développer notre football, il faut trouver les moyens endogènes. Il ne suffit pas de compter toujours sur l'État. Et d'ailleurs, c'est là où il faudrait apporter beaucoup de précision. Les gens disent toujours oui, que c'est l'État qui fait tout, les gens c'est l'argent du contribuable, etc., etc. Mais c'est ça pas que depuis quelque temps, les moyens de l'État sont exclusivement orientés vers l'équipe A. Toutes les autres équipes, c'est la fédération qui les prend en charge. La fédération doit chercher maintenant les moyens de pouvoir rétribuer à leur hauteur nos entraîneurs. Il ne s'agit pas aussi de laisser des clubs et après pour vivre la misère dans nos équipes nationales. Quand tu es entraîneur d'une équipe nationale, vous devez avoir un rang. Vous devez avoir un rang et ce rang-là, c'est accolé à des privilèges pour lesquels nous tous nous devons être d'accord. Le contraire du cas Youssouf Dabo, c'est Malik Daf. Lui qui a choisi l'équipe nationale U17 au détriment du Jaraaf. D'ailleurs, une sélection U17 qu'il conduit au Maroc, ils sont déjà sur place pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroule là-bas cette semaine. Tout à fait. Ouais. Mais ce qu'il faut éviter à Malik, c'est là notre travail de fédération, c'est qu'il puisse éviter de regretter son choix. Je ne veux pas, j'en ai longuement discuté avec le président Senghor, et avec l'ensemble, avec d'autres. Ça veut dire quoi? Le mettre vraiment dans les conditions? Oui, il faut le mettre dans un bon traitement. Un bon traitement, de bonnes conditions, pour qu'il n'arrive pas à regretter son choix patriotique. Parce que quand même, il a choisi l'équipe nationale à un moment extrêmement difficile. Au moment où son club déjà était en bonne posture, au niveau national comme au niveau international. Et fondamentalement, cet engagement de Malik était à saluer, mais il ne faudrait pas qu'il le regrette un jour. Merci Abdoulaye Sow.
vice-président à la Fédération sénégalaise de football, membre de la task force républicaine, la task force de l'APR. Vous êtes ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est moi qui vous remercie, Babacar, d'abord pour l'émission que vous m'avez, pour laquelle vous m'avez invité, l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui. Priez encore que notre pays, notre Sénégal, notre cher Sénégal retrouve le calme et la sérénité qui seront le gage de notre développement. Nous avons beaucoup de chantiers, nous avons beaucoup de travail à faire. Nous ne devons pas avoir le temps de ces tristes images que nous avons offertes au monde. Souhaiter aussi, nous sommes à la veille du 8 mars. Bonne fête aux femmes, bien entendu à mon épouse d'abord. Et bien entendu, et souhaiter que le 8 mars puisse coïncider avec le retour au calme dans tout le pays, le retour au travail, pour que notre pays continue de gravir les échelons, notre pays continue d'accentuer son rythme de développement impulsé par le président Macky Sall. Merci. Et donc demain, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Bonne fête à toutes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Yaya et Abdoulaye Régie, à Magui et ses équipes. Bon courage à toutes les équipes du groupe Futur Média. Le grand jury la semaine prochaine. Au revoir. Kan hamrayitin